And we are live. Donc tentative numéro 2. On va essayer de commencer donc le live de cette semaine qui est avec Sandrine. Et comme je disais, ça va être un live très particulier parce qu'on va parler de son parcours, de sa carrière professionnelle, mais on va aussi parler de sa fondation. Donc ça va être très intéressant de voir comment elle évolue dans ces deux milieux-là en même temps. Euh, et yes, je te vois dans le live. Si t'as... Ok. Denis? Ok, Ok, parfait. je pense que je suis là. Ouais, là je te vois. Je suis vraiment désolée. C'est juste que là maintenant il faut que tu mettes la caméra Oh là là, ok. parce que là t'es de. Mais c'est Ouais, bon. ouais, là c'est Voilà, parfait, voilà. On y est parfait. arrivé. Yes, yes. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, content de te voir. Merci de prendre le temps Absolument. de nous parler aujourd'hui. Oui. Long time no see. Long time no see, but now we're seeing each other. Yeah, yes, finally. Ben écoute, c'est ça, j'expliquais que donc le but de ces lives, en fait, c'est de rencontrer donc des gens de la communauté, jeunes, moins jeunes, qui ont des parcours dans tous les domaines possibles. Donc mon Ouais. objectif, c'est chaque semaine. Donc toi, je t'ai contacté. La semaine dernière, c'était ma sœur. On a Ouais, eu QSA, j'ai on a pu eu voir, beaucoup. ouais. C'est C'est ça, incroyable les c'est invités. ça. Et puis ça, la semaine prochaine, il y en a d'autres qui vont venir. Donc c'est ça le but, c'est qu'on puisse un peu mettre un visage sur le réseau, parce que des Nice. fois, c'est sûr on peut faire des événements, mais ce que j'aimerais, c'est que si on croise Sandrine, bientôt on puisse savoir tout Yeah. sur son parcours. Et venir Et dire un puis, bonjour parce qu'on s'est c'est vu dans la... c'est ça. Et puis surtout aussi, il y a des plus jeunes qui vont être intéressés par ça, Yeah. qui veulent peut-être donc étudier en droit comme tu l'as fait, et qui vont être surtout très intéressés de savoir un peu tu vois, les tips et tout ça pour, the do's and don'ts de ces deux genres de Absolutely. carrière. Donc bon, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Absolument. Alors, moi, c'est Sandrine, comme Tony l'a mentionné. Ouais. Mon background, c'est en droit. Donc, j'ai étudié en droit à McGill, en common law et en droit civil. Mais je suis fondatrice et présidente en ce moment de la Fondation Vivo Corée, qui est une fondation canadienne. Donc, on est basé au Canada. Mais toutes nos activités, en fait, sont au Rwanda. Et notre mission, en fait, c'est d'aider tous les enfants rwandais qui sont atteints d'une maladie cardiaque congénitale. Donc, c'est une maladie avec laquelle on naît. On travaille en fait pour pouvoir leur apporter les soins nécessaires. Donc, ça peut passer par des soins tout simplement de médicaments parce qu'il y a des cas qui sont pas si graves, mais la plupart de nos cas, c'est des soins qui requièrent une chirurgie cardiaque. Mhm. Donc, on travaille avec des partenaires en ce moment à l'international pour pouvoir permettre les centres d'accueil à l'international d'accueillir ces enfants rwandais qui sont diagnostiqués. Et puis comment c'est parti cette idée de fonder cette Oh fondation? my Parce que là, God. ça fait, je vois sur ton site, ça disait depuis 2014 que tu fais Ouais, ça. ouais, Donc ça fait ouais. presque 10 ans. Ouais, ça va faire 10 ans l'année Ouais, prochaine. à l'époque, tu étais étudiante. Puis qu'est-ce qui t'a motivé pour lancer cette initiative? C'est vraiment une excellente question. En fait, je te dirais que j'ai voulu partir l'organisation à 14 ans. Mais quand j'ai voulu la partir, mes parents ont dit, OK, c'est vraiment cute, là. Tout le monde a des idées pour sauver le monde, mais on verra. Continue à y penser. Puis si à Hmm. 18 ans, tu as encore cette idée-là, ben à ce moment-là, on va voir comment on organise la structure, comment on permet à l'organisme de devenir un organisme, en fait. Puis, ça m'est venu en tête parce que j'ai réalisé, en fait, après quelques années ici au Canada, que c'est des opérations ici qui sont minimes. Quand un enfant naît avec une cardiopathie, c'est l'autre nom pour une maladie cardiaque congénitale, c'est un truc de 30 minutes, même pas. Puis ça se fait dès la naissance si c'est possible. Puis ils attendent quelquefois jusqu'à 2 ans pour surveiller la maladie, mais c'est pas un problème ici. C'est presque comme ah, OK, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent même pas aux parents, en fait, ça se fait tout de suite. Mhm. Euh, puis je me suis demandé, OK, moi j'ai eu cette chance de pouvoir avoir une opération, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec les enfants qui sont au Rwanda? Fait que j'ai continué ma recherche pour voir, OK, est-ce que la situation ici et l'infrastructure cardiologique ici se compare en ce moment à ce qui se passe au Rwanda? Puis c'est là que j'ai compris que non, il y a encore un manque criant, non seulement d'infrastructures, mais en fait d'équipes qui sont complètes pour pouvoir permettre ces opérations-là. Mhm. Puis là, je pense que ça m'a ramené un peu, bon, c'est un peu des questions qui sont jamais répondues, mais je me suis demandé, OK, pourquoi moi, je faisais partie des quelques enfants qui ont survécu à ce moment-là?
c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse. Il peut y avoir une réponse par Dieu, il peut y avoir une réponse, mais on peut aussi accepter que c'était la chance. Parce que Ouais, j'étais ouais. sur une liste à ce moment-là, pour donner une idée, de 248 enfants. Wow. 248 enfants qui avaient le type de maladie cardiaque congénitale que j'avais. La seule chance que j'ai eue, c'est que l'employeur de mon père a pris en charge mon cas. Sinon, j'allais rester sur cette liste-là. Ce qui se passe pour les enfants qui restent sur cette liste-là, c'est que je te dirais 3 à 4 fois par année, il y a des missions humanitaires. Donc, c'est des grosses équipes de cardiologie qui viennent d'autres pays pour 2 raisons. Pour opérer le plus qu'ils peuvent, puis ils restent en 2 à 4 semaines. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir en fait former les cardiologues de Kigali, en fait, pour que Hmm. sur le long terme, bien sûr, qu'ils puissent avoir des équipes locales qui puissent en fait non seulement soutenir cette infrastructure-là dont on a besoin, mais pouvoir aussi faire tout ce qui est chirurgie cardiaque localement. Hmm. Euh, c'est une super belle solution, mais les enfants qui tombent dans la période où il n'y a pas d'équipe humanitaire, tout dépendamment de la gravité en fait de leur cardiopathie, ça devient un problème. J'ai comme petit à petit constaté ça, puis je me suis dit, OK, ça n'a pas de sens que j'ai eu cette chance-là. Je suis dans un pays où ces services-là, c'est même pas une discussion. Là, j'ai commencé à me creuser les méninges puis me dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? C'est sûr que quand tu es jeune, tu sais pas où commencer. Tu as une belle idée, mais tu sais Hmm. pas où commencer. Puis ça a pris à peu près, effectivement, jusqu'à 18 ans pour moi de me dire, OK, je veux quelque chose de vraiment focus. Je veux pouvoir collaborer avec les cardiologues sur le terrain parce que ça, c'est super important. Surtout qu'on n'est pas sur le terrain, on n'a pas vraiment le pulse des besoins. Tu peux penser que tu connais le problème, Ouais. mais le problème est beaucoup plus élaboré en fait, sur le terrain. Mais Donc, c'est j'ai ça, donc commencé. Oui, excuse-moi de t'interrompre. Donc, ça oui, veut dire qu'il a fallu que tu te fasses des partenaires qui étaient sur place. oui. Est-ce que ça s'est fait dès le début ou t'as grandi un petit peu avec ça ou... Pas du tout. Ça Ouais. nous a pris, notre premier partenaire sur le terrain, ça nous a pris 2 ans. Donc, Wow. énormément de contacts back and forth. Puis, notre premier partenaire, c'était un peu un organisme, un cardiologue. Donc, on est passé Wow. par un cardiologue en premier, puis lui, il faisait partie d'un organisme formidable qui s'appelle le Rwanda Pediatric Association. 80% du RPA, en fait, c'est des cardiologues qui ne peuvent pas opérer, mais qui peuvent diagnostiquer, etc., puis qui, eux, vont référer les enfants aux programmes internationaux. Puis le RPA, on est rentré en contact avec eux, ça va faire 5 ans cette année. Fait que c'est des choses qui ont vraiment pris du temps. Puis surtout, je dirais, le plus important, c'était la relation de confiance. C'est qu'on n'est pas nécessairement dans le même pays. Ils veulent comprendre aussi, est-ce que vous êtes des partenaires qui vont assurer une certaine pérennité. Hmm. Fait que ça, je dirais que c'est ce qui a pris le plus de temps. Ouais, c'est ça, pour faire le filtrage et tout. Yeah, Et puis, en parallèle, donc, toi, tu continues à étudier, tu continues yeah. aussi à progresser dans tes objectifs de carrière. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour cumuler les deux? Parce que c'est sûr que là, tu es étudiante ici à Montréal, Ouais, puis tu as ton projet qui touche le Rwanda, puis ouais. comme tu le dis, ça a pris du temps de trouver des partenaires, Yeah. il fallait aussi avoir une base Mhm. ici. Donc, Mhm. comment ça s'est passé pour toi? OK. Full transparency, c'était vraiment pas facile Mais, ah, parce que dis-nous je tout, dis-nous dirais, tout. Dis-nous. exactement, je dirais de, au moment où j'étais au cégep, c'était un petit peu plus bearable, juste parce que la charge en fait d'études au cégep, ben, personnellement, ça dépend des parcours, c'était pas énorme pour moi. C'était quelque chose que je pouvais naviguer. Mhm. Je te dirais que ça a commencé à devenir corsé quand j'ai commencé le droit. Parce que là, je vais être très honnête, surtout pour les gens dans le chat qui sont intéressés par le droit ou qui veulent appliquer en droit, il n'y a personne qui va dire que c'est un breeze. It's Ah ouais. absolutely not a breeze. Puis j'ai dû vraiment m'arranger. Mais peut-être la réponse la plus courte à ta question, la seule chose qui a fait en sorte qu'on continue puis que j'ai pu réussir, c'est toute l'équipe derrière moi. Il y a des connaissances que j'avais pas du tout. Il y a des choses que je voulais à la limite même pas apprendre parce que je savais que j'allais pas être efficace. Fait que c'est Hmm. sûr que je vais pas commencer. Tu sais, tu regardes un organisme, il y a beaucoup de besoins. Puis il faut tout de suite que tu cernes, moi, c'est quoi mes forces? Puis je vais me concentrer là-dessus. Toi, c'est quoi tes forces? Tu vas te concentrer là-dessus. Puis après ça, c'est sûr que ça prend un certain consensus de manière régulière pour assurer qu'on rencontre nos targets, nos goals, etc. Ouais. Mais je pense que j'ai été très honnête directement par rapport à mes forces. Puis j'ai essayé d'aller chercher en fait des gens qui sont non seulement intéressés par la mission, mais qui comprennent le pourquoi, puis qui veulent bien amener leur savoir, leur savoir-faire, puis aussi leur passion. Des fois, c'est peut-être pas leur Ouais. savoir-faire, mais c'est quelque chose sur lequel ils sont passionnés puis qui veulent donner du temps. Et ça, c'était comme la clé de la réussite, parce que j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Ça aurait pas marché du tout, ou ça aurait pris, au contraire,
énormément de temps. Fait que c'est comme un peu, c'est le secret, on dit, mais c'est vraiment Mais ça. c'est vraiment un bon point parce que c'est vrai qu'il a fallu que tu t'entoures et t'as eu la sagesse d'esprit de te dire, je peux pas tout faire moi-même. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc cette équipe-là avec qui tu t'es entouré. Vous étiez combien? Tu me dis que c'est des gens que tu allé chercher, donc j'imagine c'était pas nécessairement des gens de ton entourage que tu connaissais déjà. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés pendant ces recherches et puis finalement, depuis des années, vous êtes dans ce projet? Yeah, Comment, ben, ouais, c'est sûr qu'il y a une rotation. C'est dans ouais, les organismes comme ça, il y a une certaine rotation après un certain temps. Mais au tout ok. début, quand on commence, peut-être même pour les gens qui sont intéressés, mais quand tu commences un petit organisme ou une OSBL ou quelque chose qui a une mission à but non lucratif, c'est sûr que tu vas regarder dans ton réseau parce que c'est ce que tu connais. Tu vas dire qui est-ce qui comprend la mission, qui est prêt à aider. Puis Mhm, petit à petit, je pense que la clé, c'est pour ces personnes-là qui sont là, de continuer à utiliser leur réseau à eux aussi. Parce qu'on ne sait jamais qui on peut toucher, qui est intéressé, qui a un certain savoir-faire, qui a certains contacts peut-être dans le milieu dans lequel l'organisme œuvre. mhm. Fait que ça a commencé comme ça, on était une équipe. Écoute, c'est drôle, j'aurais dû savoir ça, mais je pense qu'on était entre 8 à 10. Ah, ok. Donc ça inclut le conseil d'administration et bien sûr l'équipe exécutive. Donc au complet, on était une équipe de 10. Il y avait des bénévoles aussi quelquefois pour les événements. Mhm. Mais en gros, en général, ceux qui œuvraient de manière régulière, on était 8 à 10. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 à 8. Donc, il y a des bénévoles qui viennent ici et là pour des Mhm. tâches vraiment précises, mais en général, on est 6 à 8 à travailler vraiment sur les missions et sur les programmes. Mais je te dirais qu'il y a des gens aujourd'hui, par exemple, que j'ai rencontrés de par les personnes qui étaient dans notre équipe au tout début. Puis il y a eu une Ouais. certaine rotation. Puis c'est une très belle chose parce que ça permet aussi de pouvoir agrandir la zone de sensibilisation. Parce que pour les OSBL aussi, c'est très important de continuer à sensibiliser. C'est sûr qu'il faut avoir les ressources pour continuer la mission, mais pour faire ça, c'est aussi Mhm. très important de sensibiliser. Fait que la sensibilisation m'a permis, non seulement à moi, mais à l'organisme d'aller chercher d'autres personnes qui étaient intéressées par la mission. Super, super. Et j'ai vu aussi sur le site que vous avez des partenaires ici, donc des hôpitaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous avez trouvé ces partenaires? Oui. Puis comment, pas juste comment vous avez fait techniquement, mais aussi toi, dans ton parcours, comment ça a changé ton projet? Parce que j'imagine que ça l'a amené à un autre niveau. Est-ce que tu peux Yeah. nous expliquer comment a été ce bond qualitatif-là au niveau de ta vision que tu avais il y a 10 ans quand tu as commencé? Absolument. Je te dirais qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais cru qu'on ferait un certain niveau de programme d'intervention comme aujourd'hui. Puis comme tu viens de le dire parfaitement, c'est grâce aux partenaires qu'on a pu avoir ici. Je donne un exemple. On collabore encore plus vers la sensibilisation, par exemple, avec Saint-Justine au cœur du monde. Saint-Justine au cœur du monde, qui est enfin un organisme sous le chapeau de la Fondation Sainte-Justine. Puis c'est tout simplement des cardiologues, en fait, qui travaillent à Sainte-Justine, qui ont décidé, eux, de faire des missions humanitaires à chaque 4 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ils vont changer de pays à chaque 4 ans. Puis eux, leur but, c'est vraiment un but de sustainability. Donc, ils veulent s'assurer que leurs 4 ans dans un pays permet aux équipes locales, pardon, de pouvoir avoir le savoir-faire pour commencer les chirurgies cardiaques eux-mêmes. Donc, on a commencé ce partenariat-là avec Saint-Justine au cœur du monde, si je me souviens bien, en 2017. Puis Saint-Justine au cœur du monde nous a introduit à Chain of Hope, qui est aujourd'hui notre plus grand partenaire pour tout ce qui est notre programme de référence internationale, donc où les enfants sont accueillis. Je te dirais que depuis 2018, on envoie presque tous les enfants à Chain of Hope. Donc c'est à Wow. travers Saint-Justine au cœur du monde qui, avec nos discussions, a dit, mais attends une minute, nous on a un partenaire, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on était dans un deadlock. Il n'y avait pas vraiment de place dans les centres de nos autres partenaires. On a un partenaire en France aussi. Ils n'avaient plus de place, ils n'avaient plus de lit. Puis là, on était comme en panique parce qu'on se disait, on a à peu près 6 à 10 enfants qui doivent partir dans les 3 prochains mois. Wow. Puis Saint-Justine au cœur du monde nous a approchés. Il a dit, écoute, on a des partenaires au UK qui ont des centres, un peu plus de centres que notre partenaire en France. Puis tout de suite, Chain of Hope, écoute, il nous a pris sous son aile, en fait. Puis depuis 2018, ils accueillent des enfants rwandais à chaque année, sans hésitation. Fait que c'est à travers comme un partenaire qu'on en a trouvé un autre. Puis encore une fois, à chaque partenaire, je pense que c'est important de souligner, c'est la relation en dessous. Mm. C'est le tissement de cette relation qui fait en sorte que ben, quand on redemande, par exemple, est-ce que vous avez de la place pour 5 enfants, ils connaissent un peu comment on travaille, fait qu'ils savent que
les besoins de ces 5 enfants vont être pris en charge. Tu sais, on va pouvoir envoyer les documents à temps pour que l'enfant puisse partir à la date précise. Donc, c'est vraiment un effet téléphone qu'on dit. Il y a un autre mot, mais bon, de un Ouais, même à l'autre, en fait. ouais, mais c'est super intéressant et vraiment c'est magnifique. C'est chapeau, chapeau, parce que c'est pas facile comme tu le dis. Bon, c'est un peu mon côté business de dire ça, mais c'est vrai que des fois c'est un peu comme t'es poussé par la demande aussi. Tu veux Ouais. réussir à closer, je peux dire le deal, mais en fait c'est plus Yeah. profond que ça. C'est tu veux sauver des vies Ouais. dans ce que tu racontes. Puis donc là, est-ce que tu peux nous expliquer techniquement comment un enfant fait, donc un enfant malade au Rwanda fait pour entrer dans votre fondation, pour que finalement, comme tu le dis, un de vos partenaires puisse s'occuper de l'opération? Absolument. Alors, nous, comme je t'ai indiqué, notre premier partenaire, en fait, c'est un cardiologue sur place. Un Ok, cardiologue qui s'appelle Dr. Emmanuel Singiza. Lui, vraiment, je te dirais, c'est notre phare parce que tous les enfants qu'on envoie, à quelques exceptions près, c'est des patients du docteur Emmanuel. Donc, la première étape, bien sûr, c'est, bon, la famille doit constater que l'enfant a un certain problème. La famille, si elle a les moyens, puis je souligne, si elle a les moyens, va pouvoir amener l'enfant en consultation avec docteur Emmanuel. Docteur Emmanuel va constater, bon, en effet, il y a une certaine cardiopathie. Puis, il va avoir un certain temps je te dirais, c'est entre 1 à 3 mois pour vraiment bien diagnostiquer la cardiopathie. Parce que dépendant de la cardiopathie, l'intervention va être différente. Donc, à ce stade-là, juste oui, une chose, excuse-moi. oui, On parle des enfants de quel âge environ? Je t'ai pas je te demandé. dirais de zéro, écoute, de la naissance jusqu'à, je pense que le plus âgé qu'on a envoyé, elle avait 18 ans au moment où on l'a envoyé. Ok, Donc, pour nous, c'est de 0 à 18 ans. On prend ok, ok, vraiment super. ce range-là. Ok, Donc, il y a le diagnostic, comme je l'ai indiqué. Puis ensuite, il y a, bon, malheureusement, c'est pas tous les enfants qui sont éligibles à être envoyés. C'est sûr qu'il y a une liste d'enfants qui, disons, docteur Emmanuel sait que dans 1 mois, il y a une équipe humanitaire qui va s'en venir. Ben, il va essayer de prendre la liste d'enfants qui sont urgents pour attendre pour la mission humanitaire qui s'en vient. Ensuite, il se dit, ben, il y a des enfants qui peuvent attendre encore 6 mois. Mais si on peut attendre 6 mois, est-ce qu'on peut excuse-moi, je pense en anglais, can we secure the no, go date there. of Yeah. their admission Ok, right away? ok. Donc, il va vraiment regarder la gravité, puis il va regarder les options qui s'offrent à lui. Hmm. Donc, je te dirais que pour vraiment rentrer à travers Vidéo-Corée, on est comme à la 6e étape. Puis à ce moment-là, ben, pour les références internationales, le docteur Emmanuel va se tourner vers nous. Il va dire, est-ce que vous êtes capable d'appuyer les 6, 10, 20 prochains enfants? On demande, nous, le calendrier, en fait, d'accueil pour les centres. Hmm. Puis, tout simplement, on est un partenaire financier. Donc, on va couvrir tous les besoins de transport. L'enfant est toujours envoyé avec un parent accompagnateur. Ok, Parce que mine de rien, souvent, c'est comme le premier voyage de l'enfant. Fait que c'est c'est très ça, ouais. déstabilisant. Hmm. Donc, c'est avec un parent accompagnateur. Puis, souvent, il y a un medical convoy. Donc, si jamais, par exemple, dans l'avion, l'enfant a besoin d'oxygène, parce que c'est des enfants qui Hmm. sont en manque d'oxygène vu Hmm. la gravité, en fait, de la maladie cardiaque. Hmm. Donc, ça va être comme une équipe de 3, l'enfant, le parent et le medical convoy. Puis, c'est comme ça que nous, en fait, on rentre en jeu. En tout cas, c'est tellement incroyable parce que j'imagine, chaque cas est vraiment, comme tu dis, un grand voyage, Ouais. une grande expérience. Et puis là, donc, ce que j'aime aussi demander, c'est comment est-ce que la pandémie a affecté tes activités avec la fondation? Ça, c'est pendant, puis après. Ouais, Ouais. that's a very good question. OK, nous, on a eu une chance énorme. Et je dis ça parce que j'ai en tête le contraste avec, par exemple, Saint-Justine au cœur du monde qui, eux, c'est sûr que c'est différent leur mission parce que c'est des missions d'intervention en termes de savoir-faire. Donc, Mhm. eux, à ce moment-là, ils étaient au Sénégal, ça a dû complètement arrêter. C'est juste récemment qu'ils ont pu reprendre ces missions-là. Mhm. Nous, encore une fois, à cause de Chain of Hope, qui est notre partenaire, je dirais, clé depuis les 4 dernières années, Chain of Hope a gardé 2 centres ouverts, celui de Barcelone et celui, si je ne me trompe pas, d'Égypte à Aswan. Mhm. Pendant la pandémie, ils ont été phénoménaux parce que ces 2 centres-là n'ont pas fermé, puis on a pu envoyer, bien entendu, pas tous les enfants, mais la plupart des enfants qui étaient sur notre liste. Donc, on a eu une chance énorme de pouvoir dire aux parents, ben, OK, pour les plus urgents, on peut continuer, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que bon, les restrictions se, s'affaiblissent petit à petit dans les autres régions. Donc, on a eu une chance énorme du fait que ces 2 centres-là, en fait, sont restés ouverts, surtout parce que c'était des urgences médicales et humanitaires. Donc, on a eu comme un petit leeway in the door
euh, Mhm. par rapport aux restrictions. Mais je te dirais que ça n'a pas repris au débit qu'on connaît, ça n'a pas repris jusqu'en 2022, donc l'année passée. Wow. Si on regarde vraiment les chiffres des enfants qu'on a envoyés, 2020-2022, c'était complètement bas, mais on a pu continuer un peu. Je te dirais que maintenant, euh, je pense vraiment, tu me poses la question, puis je me rends compte qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce on est vraiment au retour du même débit, etc. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une certaine urgence pour ces interventions-là, mais je te dirais qu'on Mhm. n'a pas été affecté en termes d'activité clé de notre mission, mais c'est sûr que reprendre petit à petit nos activités de sensibilisation, nos événements, on sent que, bon, c'est pas comme avant, mais pour nous, le plus important, bien sûr, c'est de pouvoir savoir qu'on va envoyer ces enfants-là. Ouais, c'est sûr. Puis dis-moi, est-ce que tous vos partenaires ont repris leurs activités après la pandémie ou est-ce que il y a des partenaires qui ont peut-être, ouais, Oui, il y a ouais, des partenaires. ouais, Je te dirais le partenaire en France, le mécénat chirurgie cardiaque, ça a pris un peu plus de temps que ok, Chain of Hope. On a le premier enfant cette année qu'on va pouvoir référer à mécénat chirurgie cardiaque. Donc, peut-être pour souligner encore plus l'importance que je voulais avoir dans cette conversation par rapport aux partenaires, mieux été Chain of Hope. hmm, De 2020 à 2022, on n'aurait pu faire aucune intervention. Donc, le fait qu'on ait un partenaire qui a pu continuer à ouvrir ses portes, ça a été incroyable, mais mécénat chirurgie cardiaque, ça a été beaucoup plus long. Je vous dirais même, on a des partenaires financiers que ça a pris un peu plus de temps, puis c'était pas le hmm, même appui financier pendant ces années-là, bien sûr, parce que bon, ils avaient certaines difficultés dans leur opération à eux, donc c'est sûr qu'ils pouvaient pas nous appuyer comme ils nous appuyaient pré-pandémie. Est-ce que j'ai d'autres partenaires qui me viennent en tête? C'est sûr que les partenaires locaux, donc le RPA, c'était des restrictions très difficiles pour eux. La vitesse de leur opération était vraiment réduite. hmm, Donc, même dans tout ce qui était la coordination des enfants, même si les enfants sont partis, c'était beaucoup plus différent qu'ils habitent pas nécessairement à Kigali, qu'ils habitent ailleurs. C'est comme des tout hmm. petits détails, mais l'addition de tous ces détails-là fait en sorte que la vitesse à laquelle on est habitué pour l'intervention de l'enfant, c'est pas la même du tout. Fait que peut-être de cette manière-là, c'est la seule chose que je dirais qui a vraiment changé, mais aujourd'hui, petit à petit, on revient à la même vitesse, mais encore une fois, je sais pas si ça va être la même chose parce que Ouais, mais écoute, ça a été c'est un ça, gros. le temps le dira. Puis, Exactement. mais c'est bien que t'aies moins. Puis ça, c'est le travail qui paye, le travail des années d'avant, le fait que tu aies préparé tous ces partenariats. Comme Ouais, tu le dis, c'est ça absolument. qui t'a aidé. Puis, dis-moi, tu me disais au début que oui, tu remarquais qu'au Rwanda, on n'était pas au niveau encore, bien sûr, de ce qui est au Canada. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, mais est-ce que tu vois un peu une progression pour ces enfants-là? Est-ce qu'il y a plus Il y a, oui. de ressources sur place? Absolument. Je te dirais que même les 10 ans de ça, on a vu un changement incroyable. Premièrement, il y a quelques chirurgies cardiaques. Je pense qu'il y a 3 équipes qui est chirurgie cardiaque, des équipes locales, des équipes de Ok. Rwandais, de docteurs rwandais qui ont pu opérer. Donc, ils commencent petit à petit, mais c'est toujours des petites opérations. Mm, Mais c'est déjà énorme parce que mm, je te dirais que je pensais pas qu'en 9 ans, parce qu'on n'est pas encore à 10 ans, ça serait déjà le début. Comme je suis très contente de pouvoir être vivante, de pouvoir voir que, OK, de mon vivant, on voit déjà des équipes qui sont formées, qui opèrent on the highest international standards. Donc, énorme. Honnêtement, je ne pensais pas que je verrais à cette vitesse cette amélioration-là. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, il y a quand même une volonté énorme dans le milieu de la santé pour faire en sorte que l'infrastructure nécessaire pour ces équipes de cardiologie-là, mais pour aussi la prévention de ces cardiopathies-là, puis la sensibilisation auprès des parents, pour que toute cette infrastructure-là soit dans le pays très bientôt. mm, Fait que je te dirais que mm. les conversations qu'on a commencé à avoir les dernières 5 ans, c'était pas la même chose les 5 ans avant. Puis la vitesse à laquelle ça devient une priorité dans le système de la santé, ça nous a complètement... c'était vraiment le coup le plus positif parce qu'on sait que dans un futur très proche, en fait, les cas de ces enfants-là vont être réglés à Kigali. Mhm. Puis si peut-être je compare à d'autres pays environnants, la situation puis l'appui dans le système de santé, c'est la clé.
parce que ça détermine la vitesse à laquelle on est capable d'avoir cette Exactement. structure. Puis, non Exactement. seulement cette structure, mais par exemple, un hôpital cardiologique qui fait en sorte que les enfants sont traités sur le terrain. Parce que, mine de rien, c'est sûr que notre mission, oui, elle est très importante, mais c'est une mission qu'on appelle toujours mission Band-Aid. Parce que c'est pas tous les enfants qui sont pris en charge. Puis, c'est pas Mhm. une mission qui assure une certaine pérennité. Mhm. On compte toujours sur nos partenaires. Puis, c'est sûr qu'on croise les doigts, on a d'excellentes relations. Mais comme la pandémie a pu nous faire constater ce fait-là, c'est pas toujours garanti. Fait qu'on veut une solution qui garantit non seulement qu'on a le savoir-faire, qu'on a les cerveaux à Kigali, mais qu'on a la capacité de faire en sorte que chaque enfant, c'est sur le terrain. Fait qu'il y a, non, non, il y a des changements énormes, puis on est très reconnaissant que ça soit maintenant, ça fasse partie des priorités du pays de faire en sorte que cette question-là est Ouais, prise en charge. ça sent très bon pour l'avenir. Yeah. Puis, mais où est-ce que tu vois ta fondation dans le futur avec cette progression que tu vois, t'observes au Rwanda, Wow. puis aussi avec ce que tu vois ici? C'est quoi tes rêves par rapport à ta fondation? Yeah, alors c'est sûr qu'on a commencé avec le Rwanda, mais j'aimerais pouvoir, peut-être dans les prochains 10 ans, savoir qu'on peut appuyer les enfants des pays environnants. Donc, je regarde vraiment toute l'Afrique subsaharienne Mm. parce que, mine de rien, pendant les 10 ans, on a eu des demandes énormes de gens, par exemple, dans d'autres pays qui nous ont écrit qu'ils avaient entendu parler du Vieux-Corée. Bon, ça doit être, par exemple, un docteur qui est allé en formation au Burundi qui a dit, ah, j'ai entendu parler de... Bon, puis ensuite, comme ci, Mm. comme ça, mais euh, de recevoir ces demandes-là, surtout soit de docteurs, soit de personnes qui travaillent dans des petits organismes locaux qui vont diagnostiquer les enfants, soit de parents, par exemple, qui nous envoient une demande de dire, OK, ben, on n'habite pas au Rwanda, mais est-ce que vous pouvez prendre en charge mon enfant? C'est sûr que ça vient toucher le cœur, puis tu dis, oh, on Mm. aimerait pouvoir comme couvrir tout le Ouais. monde. Fait que ça a commencé comme ça dans ma tête. Je me suis dit, OK, fair enough, tu voulais œuvrer dans ton pays parce que tu étais rwandaise, c'est comme ça que tu es née, c'est comme ça, bon, etc. Puis c'est ce qui te rattache en fait à ce pays-là, mais de manière fondamentale, même avant en fait l'identité rwandaise, il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun enfant qui devrait ne pas avoir accès à ces soins-là, peu importe ton identité culturelle, sociale, etc. Donc, pour moi, je dirais les prochains 10 ans, j'aimerais pouvoir agrandir en fait la zone d'intervention de Vivo Corée pour tout ce qui est Afrique subsaharienne. Ça, c'est de un, donc ça, c'est pour notre programme de référence internationale. De deux, quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire partie des efforts des efforts internationaux, parce que c'est beaucoup de partenaires, Mm. pour s'assurer qu'il y ait j'essaie de pouvoir indiquer parce qu'il y a des choses que je peux pas dire, il y a d'autres que je peux dire, mais faire partie en fait des partenaires qui font en sorte qu'il y a un système au Rwanda, qui Mm. a bon euh, soit un hôpital, soit un centre qui prend en charge ces enfants-là. Je te dirais que c'est peut-être dans un futur plus proche cette solution-là que Ah, c'est bien ça, super. l'agrandissement, ouais, Ok. que l'agrandissement de notre zone d'opération pour nos références internationaux. Mais je te dirais que c'est les deux choses que je vois dans les 10 prochaines années, du moins. Ah, c'est super. Puis tu sais, bon, il y a des gens donc du réseau qui écoutent ces lives-là que je fais. Bon, les lives, je les mets ensuite disponibles, donc tout le monde peut les voir. Nice. Beaucoup de gens de la diaspora. Et puis, comment est-ce que les gens de la communauté peuvent t'aider, aider ta fondation pour réussir à achieve ce goal que Ah, tu t'es fixé? that's a wonderful question. Mais premièrement, j'adore voir les visages de tout le monde. Donc, Hmm. si on peut se rencontrer en personne, je trouve que c'est la chose la plus heartwarming, puis on se souvient souvent de notre rencontre, Hmm. parce que se voir sur le net, c'est super, puis d'aller voir notre site, c'est sûr que c'est ce qu'on veut à la toute fin, mais Hmm. pour nous, la première étape, c'est la sensibilisation. Donc, de vraiment comprendre non seulement notre équipe, nos valeurs, mais où on s'en va cette année-là. Donc, c'est sûr que in the events, on a beaucoup de concerts, mais on compte faire d'autres types d'événements aussi. Vous êtes les bienvenus, puis surtout, on veut tous vous voir. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, on a des campagnes annuelles. Donc, on affiche en fait notre calendrier, on appelle ça notre calendrier des petits cœurs de 2022-2023. Puis, c'est vraiment une campagne à l'année longue. C'est une campagne qui reste là. Si les gens sont capables d'appuyer certains enfants, ça nous fait énormément plaisir parce oui, on a nos partenaires, mais on a aussi notre campagne Vivo Corée publique qui nous tient énormément à cœur. Donc, ça, Hmm. c'est la deuxième option d'aider. Mais la troisième option qui me tient énormément à cœur aussi, c'est de pouvoir avoir des bénévoles ou même
ça peut ne pas être des bénévoles, mais des gens qui veulent être, par exemple, des ambassadeurs de Vivo Corée, Mhm. qui veulent connaître un petit peu plus profondément la fondation et qui se sentent interpellés personnellement. Euh, on adore cette option parce que ça permet à la personne de vraiment comprendre, OK, tu nous as exposé le summary, mais moi, je veux comprendre cette année ce que vous allez faire. Puis je veux pouvoir, par exemple, aller, je sais pas, mon travail, dire, ben moi, je suis ambassadeur de cette fondation, ça me tient à cœur parce que, bon, ça, c'est mon pays, soit moi aussi, j'ai une cardiopathie, bon, peu importe le lien, de dire, ça me tient à cœur à chaque année de pouvoir faire un geste pour X, Y nombre d'enfants. Donc, ça, c'est peut-être les trois manières de nous rejoindre, mais on veut vous voir en personne tout d'abord parce qu'on veut pouvoir vous saluer et vous remercier surtout de votre intérêt pour Vivo Corée. Ben, c'est super, super. Puis je sais, bon, il y a la page Instagram de la fondation, il y a aussi la page Facebook et un site Internet. Donc les gens qui veulent donc aussi... Ben, de toute façon, avec le réseau, on organisera aussi des événements pour qu'on puisse se Yeah, voir physiquement. absolument. Mais c'est clair que oui, vous êtes actif sur les réseaux, donc si les gens vous cherchent, Vous allez pouvoir même moi, je mettrai aussi en story là, dans les informations. Donc c'est merci. super. Et même, je me sens un peu gêné de parler de ton parcours en droit et tout, parce que pour moi les deux vont ensemble, mais la fondation est tellement Yeah. incroyable que je veux pas gâcher le plaisir de tout le monde. Mais il faut que je te pose la question. Là, Ouais. donc, tu as étudié en droit, Mhm. puis on sait que tu jonglais entre tes cours d'études en droit, puis la fondation. Là, Ouais. tu as fini tes cours, tu as fini l'université. Oui, absolument. Est-ce que tu t'es spécialisé dans un type de droit? Ouais, Alors, le... ouais, j'ai trois branches en fait. Oui, ouais. l'arbitrage international, tout ce qui est échanges commerciaux, ça m'intéresse énormément. Mais d'un autre côté, le droit public international, puis en fait le droit international criminel. Donc Ok. j'ai en ce moment, en fait j'ai passé, là, j'ai pas encore eu les résultats, mais j'ai passé le barreau de New York et là j'ai comme un mois de repos parce que c'est toute une guerre d'étudier pour ce barreau-là puis de le passer. Mais auparavant, en fait, j'étais au Trade Law Bureau of Canada, Ok. qui est en fait une sous-branche de Global Affairs Canada et du Department of Justice of Canada, Mhm. qui s'occupait de tout ce qui était litige justement pour les investissements internationaux, les échanges commerciaux. Euh, puis qu'il y avait une petite branche aussi, tout ce qui était digital trade. Moi, c'est ce qui m'intéressait énormément parce que it's the new thing. Everything Ouais. is going digital. Puis tout ce qui est sécurité autour des enjeux, en fait, de digital trade, ça m'intéressait énormément. Donc, j'ai un peu des tentacules dans dans trois types de spécialisation, mais c'est à peu près ça mon background. Mais là, je comprends que tu as choisi plus le droit un peu plus anglo-saxon, comme Ouais, là, je pense. ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller plus vers ce type de droit? Ah, Et surtout, qu'est-ce qui t'a décidé aussi, parce que je sais que tu as étudié en anglais, donc ouais, à McGill, c'est ça? ouais, Ouais, exactement. donc pour ceux qui connaissent, oui. Mais qu'est-ce qui t'a donc décidé à aller plus vers... tu nous parles du trade... c'est quoi, Trade Bureau, c'est ça? Oui, Trade Ouais, Law Bureau of Canada, ouais. Trade Law Bureau, puis donc aussi, là, tu fais le barreau de New York. Ouais. Ouais. Oh my God, that's such a good question. OK, je savais en entrant en droit que je voulais faire de l'international. Donc Mhm. ça, c'était clair, mais j'étais ouverte aussi à d'autres branches parce que je les connaissais pas. Donc j'avais une idée, mais je me suis pas fermée. Mhm. J'ai fait mes 3 ans, puis je te dirais que la dernière année, et c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui rentrent en droit de rester ouverts, parce que jamais tu m'aurais dit en entrant que ça m'intéresserait international trade, j'aurais complètement ri devant ton visage. Mhm. Parce que Mhm. c'est des choses que je voyais dans les nouvelles, puis je disais, c'est donc bien compliqué, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Juste de regarder les nouvelles pendant 10 minutes, je m'endormais. Mhm. Mais là, la dernière année, je suis tombée sur professeur incroyable. Puis, en fait, c'était un hasard parce que c'était un cours qui tombait bien dans mon horaire. C'était même pas par intérêt. J'ai Mhm. vraiment mis parce que, voilà, ça faisait mon horaire. Puis, c'était Introduction to International Trade and Investment. J'ai commencé ce cours-là, je te dirais la deuxième semaine. Euh, on a tous un moment, je pense, les jeunes juristes et les jeunes avocats, où on tombe en amour avec une branche de droit. Parce qu'on dirait que ça clique. Tu Mhm. comprends vraiment, le professeur parle, on dirait qu'on parle un langage que tu as toujours parlé, mais tu attendais de rencontrer. Ouais. Fait qu'on a commencé à parler d'international trade, puis écoute, on était 10 étudiants dans la classe. Il y en a 5 qui dormaient, je les comprends, puis il y en a peut-être 2 qui étaient attentifs.
Puis ça m'a fascinée complètement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui pouvait faire juste du pure law, parce que j'avais d'autres intérêts. Donc, peut-être pour donner un petit contexte, j'ai fait 1 an de sciences politiques avant le droit, puis Hmm. je pensais en fait finir mon baccalauréat en sciences politiques parce que ça m'intéressait tout autant. Mais je savais que j'allais faire mon droit. Je savais pas si j'allais le faire avant, après, bon, Ok, mais je ok. savais que j'allais faire mon droit. Donc, je savais d'emblée que j'allais pas nécessairement aller dans une branche où c'était du pure law, où il n'y avait pas l'intervention d'autres types d'enjeux. Je savais que les enjeux politiques, ça m'intéresse énormément. Les enjeux de sécurité nationale, ça m'intéresse énormément. Les enjeux de tout ce qui est ressources de société et ressources économiques, ça m'intéresse énormément. Donc, quand j'ai vraiment commencé à plonger dans International Trade Law and Investment et que j'ai compris en fait que tu peux pas vraiment te lancer dans ce type de carrière-là si tu n'as pas un intérêt pour tous les autres éléments que je viens de nommer, Mhm. j'ai comme trouvé un petit peu my home. Puis pendant 3 ans, on allait à travers les branches, puis je me disais, OK, non, il n'y a rien que, il y a rien qui fonctionne. Puis on dirait que tu arrives à la dernière année, puis tu te dis, OK, ben peut-être les finir mon bac, puis il n'y a rien qui m'intéresse. Quand j'ai pris ce cours-là, j'ai comme pris tous les autres cours de International Law, puis ça a cliqué. Donc, euh, c'était comme une belle erreur, parce que ça m'a un Ouais, peu mené vers ce qui m'intéresse beaucoup. ouais. Puis, mine de rien, c'est sûr que les principes internationaux, ben, c'est pas nécessairement de la common law, mais quand on a fait un background de common law, c'est un petit peu plus accessible. Je dirais pas que c'est juste un petit peu plus accessible par rapport à la manière de penser le droit. Hmm. Donc, c'était comme naturel. Puis l'anglais, je dirais, pour défendre McGill, on est bilingue. Donc, on a fait du français et de l'anglais. Ah oui, à Puis, on a McGill, fait ok, du droit ok. civil. Oui, on a fait du droit Nice. civil et de la common law. Donc, Ok. juste pour rentrer, en fait, il faut avoir une certaine fluency in both languages. Hmm. Donc, j'avais rien contre le droit civil, pas du tout, mais ça n'a pas nécessairement allumé Ça t'a pas dit comme les autres. exactement. Ben, c'est Exactement. très, c'est une réponse personnelle et que tout le monde va comprendre. C'est qu'à un moment Yeah. donné dans ton parcours, et toi, ce qui est bien aussi, c'est que tu as attendu au bout de ton parcours universitaire pour trouver ce que tu voulais faire. Puis, il faut être patient des fois, hein. C'est un peu, c'est Absolument. comme moi, j'ai fait mon bac au HEC. J'hésitais entre la finance et international business. Et j'ai fini, là je suis en finance, mais je me dis peut-être un jour je retournerai en international Yeah. business. J'ai fait des beaux Et qu'est-ce stages, qui donc t'a fait choisir? ben, j'ai fait un stage en affaires internationales. Et puis après, en OK. revenant à Montréal, j'étais ouvert aux deux, mais j'ai trouvé une opportunité en finance. Et finalement, Yeah. tu clignes des yeux, ça fait des années que tu as ta carrière dedans. Ouais. Ouais. Mais je pense que, I mean, we have our life ahead of us, so I think, tu vois, Absolument. Ouais. tu peux choisir de tendre d'un bord ou de l'autre. C'est bon Ouais. aussi pour se cultiver, mais c'est bien. Donc là, avec le barreau de New York, tu penses bouger ou rester à Ouais. Montréal? C'est quoi un peu les Ouais. ambitions? Ouais. Je te dirais que la raison pour laquelle j'ai choisi le barreau de New York comme, comme, euh, comme barreau principal, c'est que, mine de rien, New York, c'est comme un grand centre de international arbitration. Ok. Donc, c'est sûr que c'était plus un choix stratégique. Je dis pas qu'il n'y en a pas au Québec, mais Mm. bon, en fait, l'ampleur à laquelle il y en a à New York est beaucoup plus grande. Ouais. On a par exemple l'International Chamber of Commerce qui reçoit énormément de dossiers de international arbitration, plus dans les échanges commerciaux à New York. Puis le barreau de New York va me permettre, si tout va bien, de pouvoir bouger aussi vers l'Europe. Genève, où c'est mine de rien un grand centre de droit international. Mhm. Donc c'était plus un choix stratégique selon en fait mes préférences. Ah, mais c'est super. Et comment tu vois, ben, là tu nous as dit ce que tu espérais aussi pour ta fondation. Ouais, Là, j'imagine que tu dois aussi beaucoup déléguer parce que c'est quand même ouais, demandant de ouais, préparer le barreau et puis tout ça. ouais, Donc, si quelqu'un qui nous écoute a envie de se lancer dans une fondation, c'est quoi les choses que tu dirais que tu recherches? Tu nous as parlé de la passion, bien sûr, mais d'autres ouais. choses que tu recherches vraiment chez des gens à qui tu pourras déléguer une responsabilité quand même importante parce que c'est quand même, cette fondation, c'est ton bébé, ça fait des années que Ouais, tu prépares ça. absolument. Que- Si quelqu'un veut former une équipe et avoir des gens autour, qu'est-ce que tu conseillerais de vraiment prioriser? Ouais, tu l'as vraiment dit, c'est sûr que c'est mon bébé. Je l'ai Mm, vu naître et je l'ai vu mm, grandir petit à petit. Donc, il y a une certaine difficulté, je dirais, à laisser les devants. Mais
je pense que pendant les 10 dernières années, il y a aussi une beauté que j'ai pu remarquer, c'est le fait que il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent voir la situation de manière différente. Donc, Mhm. qui ont des yeux qui sont pas les tiens, puis qui Ouais. peuvent même faire avancer les choses un petit peu plus rapidement. Donc, c'est pas nécessairement une chose qu'on se dit tout de suite, mais on se rend compte, OK, non, cette personne a une manière d'organiser les équipes, d'organiser l'efficacité qui je la connais pas, mais qui est incroyable. Donc, pour moi, c'est, je dirais, le premier pilier, c'est de pouvoir avoir un certain temps avec la personne qui veut en fait pouvoir contribuer, puis qui veut former une équipe, comme tu l'as dit, ou qui veut, par exemple, faire partie de la direction. C'est important pour moi, pour la personne, de se plonger, en fait, dans ce qu'on fait, puis de pouvoir observer, OK, avec quoi est-ce que tu es confortable, qu'est-ce que tu vois en termes de vision. Mhm. Pour moi, c'est très important, donc c'est la deuxième chose, de voir quelqu'un qui a une certaine vision, non seulement pour nos programmes actifs, mais pour le futur de la formation en général. Euh, Puis la troisième chose, je te dirais, c'est, tu l'as très bien mentionné, c'est la passion. Honnêtement, c'est ce qui nous a guidés par rapport à nos difficultés dans les 10 dernières années aussi. Il y avait des personnes, par exemple, qui ont développé leur savoir en étant dans l'équipe, tandis qu'il y en a d'autres qui sont venus directement avec leur savoir. Fait qu'on a vraiment une équipe un petit peu interdisciplinaire, Mhm. avec des gens avec tout type de savoir, puis tout type de niveau dans ces savoirs-là. Il y a des gens qui les développent quand ils arrivent, il y a des gens qui les ont déjà. Pour moi, ces trois grands critères-là, c'est ce qui m'importe pour savoir okay, qui va pouvoir porter le futur, que je vais pouvoir déléguer. Parce que comme tu le mentionnes, c'est sûr que dans les 10 prochaines années, je vais pouvoir être ailleurs dans ma carrière. C'est Ouais. les trois choses les plus En tout importantes cas, pour moi. ben, en t'écoutant, je m'inquiète pas du tout pour l'avenir. Je pense que tu vas mettre ça entre de bonnes mains, c'est sûr. Là, une Absolument. question générale que j'aime de me poser aussi, c'est j'aimerais te demander si tu as trois contenus. Donc, ça peut être des livres, ça peut être des chansons, ça peut Oh. être n'importe quel format de contenu imaginable que tu apprécies, qui sont un peu, si on dirait, c'est ça qui définit un peu Sandrine, puis qui fait que tu es capable de faire tout ce que tu fais, que ce soit en droit et puis avec ta fondation. Yeah, that's a very good question. Ah, I wish I knew before, parce que j'en ai plein, mais j'essaie de cibler les trois principaux. Alors, OK. Les Le trois que tu premier, veux. je dirais, c'est un livre anglophone, par exemple. Bon, je Mhm. m'excuse déjà, mais si je me trompe pas, il a été traduit en français. De toute façon, C'est un livre il y a classique. des francophones, OK. anglophones, Good. Good. il y a de tout, il y a de tout Good. dans le réseau. Donc, Mais je peux confirmer qu'il a été traduit. ouais, Et c'est un livre qui s'intitule, enfin, une autobiographie. C'est The Sun Does Shine et l'auteur, c'est Anthony Ray Hinton. Et c'est un livre, en fait, autobiographique. Anthony Ray Hinton, ça a été un prisonnier pendant plus de 30 ans, si je me souviens bien, en death row, en Alabama. Puis, il a vraiment, dès son arrestation jusqu'à sa libération, il a pris le temps de vraiment écrire toute son histoire. Puis la raison pourquoi c'est important pour moi, ce livre-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autobiographie dans cette perspective-là. On a souvent la perspective, par exemple, de l'avocat bon, qui a permis la libération en fait du prisonnier. On ouais, a souvent la perspective, par exemple, d'un membre de la famille qui a observé la situation, qui a vécu aussi la souffrance. On va voir son frère, son cousin, sa sœur, etc., être emprisonné, falsely imprisoned, mais on a rarement la perspective de la personne qui est restée dans la cellule pendant ça, c'est ces vrai. 30 ans-là. Mhm. Puis ça a comme ouvert un peu mes yeux par rapport à l'impact puis l'importance de la notion de la justice. Puis ça a comme redéfini un peu euh, le pourquoi and the weight of being a lawyer, même si if you're not a criminal lawyer, Mhm. parce qu'on voit que c'est un impact sur une vie. Puis ça a vraiment permis à cette personne-là de pouvoir penser qu'il y a une vie après, puis qu'il y a même une possibilité. Parce que souvent, on voit comme la conférence après, la libération, puis il y a tout le hurrah, mais de vraiment comprendre l'expérience de la personne dans la cellule, on dirait que c'est comme venu me toucher en tant que jeune juriste par rapport à la responsabilité aussi de porter la balance de la justice, puis de se Ouais. dire, OK, c'est pas pour rien, c'est pas pour Mhm. rien qu'on le fait. Trop Donc ça, je intéressant. dirais que ça a beaucoup défini mon pourquoi behind justice. Parce que je pense qu'à un certain point, every lawyer is going to ask themselves, what does justice mean to me? Même si t'es Mhm. pas nécessairement un lawyer in criminal law, je pense que c'est important d'avoir ta définition, puis le pourquoi derrière ta définition. Donc ça, c'est le premier livre. Mhm. Le deuxième livre,
Et c'est des livres en parallèle. C'est le livre, en fait, de l'avocat d'Anthony Ray Hinton Wow. qui était chargé du Ok. dossier. Brian Stevenson. Puis, je pense que le livre s'appelle Just Mercy. Donc, il a écrit le livre en parallèle du moment où il a pris le dossier d'Anthony Ray Hinton jusqu'à la libération d'Anthony Ray Hinton. Et ça a été fascinant de lire les deux livres en parallèle parce que l'autre perspective qu'on n'a pas souvent, c'est la perspective interne émotionnelle du lawyer. Parce que le lawyer, bon, il faut un certain, j'aime pas dire détachement parce que je pense pas qu'il y a un détachement, mais il faut pas non plus que ça tombe dans le conflit d'intérêts. Il faut pas que le cas devienne submergent puis qu'on puisse pas nécessairement continuer tout le reste de notre travail. Mhm. Mais ça a été aussi une manière de pouvoir voir en fait les conflits internes à l'intérieur d'un avocat quand il y a un dossier qui vient vraiment chercher l'avocat. Puis ça a été aussi très intéressant de voir les mêmes moments, mais vécus par les deux hommes de manière différente, un derrière les barreaux, puis l'autre de l'autre côté des barreaux, en fait. Ouais. Puis En les plus, deux mine... Oui, j'imagine que vas-y. c'est un cas qui a duré des années en plus. C'est quand même, Ça duré des années. Ça a duré wow, des années. Donc, on voit la progression aussi de c'est l'avocat en tant intéressant. que personne. Mhm. C'est vraiment un cas qui l'a changé comme personne. Nice. Donc là, j'en ai trois. Donc, ça, c'est mon deuxième. Le troisième, this is a very tough question. OK, parce que je suis musicienne, so Ok. it has to speak to me. Je dirais toutes les sonates de Beethoven. Parce que Ok. c'était vraiment une révolution musicale dans l'ère romantique. Donc, c'est les trois choses qui définiraient ça. Et tu joues de quel instrument? Piano. Je suis pianiste Piano. classique. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Donc, les Awesome. sonates de Beethoven, c'est très, 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 très sacré pour les pianistes. Awesome. Ben écoute, Sandrine, merci beaucoup. Même, je pense, les deux livres, on les mettra. Tu m'enverras Yes! aussi les références, comme ça je Oui, pourrai pas partager. absolument. Sûrement qu'il y a des gens qui voudront les trouver. Moi, ça m'intéresse déjà très Tu vas beaucoup, beaucoup. Tu m'as bien adorer, vendu je ça. pense. Tu m'as bien Good. vendu ça. I'm a Mais écoute, good lawyer, that means. yeah. Mais merci pour ton temps. Écoute, c'était vraiment super. Comme j'ai dit, je vais Merci. rendre le live disponible Fantastic. et puis je vais partager ça aussi outside of Instagram. On va trouver un moyen aussi. Et puis, donc, super. Moi, si je pouvais vraiment résumer, je pense, c'est passion, oui, mais surtout, c'est travail et effort. Parce que ça a pris beaucoup de travail pour rendre un rêve réel. Yeah. Et je pense qu'on on n'a pas beaucoup d'exemples dans la communauté de gens qui ont pris un rêve quand ils étaient enfants et qui le font monter comme ça malgré le fait que voilà, ils continuent dans une carrière. T'as un peu vécu deux vies pendant 10 ans, puis c'est intéressant Yeah. de voir comment tu as aussi su t'entourer. Donc je pense que c'est un très bel exemple. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux donner aux gens qui vont regarder notre discussion? Si tu as peut-être un conseil pour le réseau ou peut-être aussi un appel par rapport à la fondation, c'est up to you. Absolutely. Yeah. My God. OK, j'en ai un. C'est plus je dirais un tip général, mais Mhm. comme tu l'as mentionné au tout début, je sais qu'il va peut-être avoir plusieurs jeunes qui vont pouvoir regarder, peut-être même des jeunes qui sont intéressés, bon, d'une part par le droit, donc peut-être s'engager dans des études de droit, mais qui sont intéressés aussi à peut-être avoir un organisme qui correspond à une mission qui est chère pour eux. Je dirais, peu importe, en fait, ces deux branches-là ou comment tu as pu te relier à moi pendant ce live-là, je dirais que le tip qui m'a aidé, peu importe où j'étais, c'était euh, de un, c'est important de prendre le temps puis de pas rush, de savoir c'est quoi, what's your vision, whether you want to have an organization or whether you want to do law or whether you want to do anything else. Puis après ça, des fois, cette vision est tellement immense qu'on a l'impression qu'on ne va jamais vraiment y arriver ou ça devient un peu intimidant parce que tu dis, OK, mais there's so much space between that vision and where I am today. Fait que je dirais la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est peut-être de faire une liste de 4 à 8 goals Mhm. qui va te permettre, puis vraiment, moi, je vois en imagé, là, je vois où on est là, de vision, puis les goals devraient te donner des petits tics sur la ligne du temps. C'est Mhm. vraiment important, puis je dirais quasiment oublie la vision. Vraiment, concentre-toi sur ces goals-là, parce que ce qui arrive, c'est que tu vas marcher à pas 1, pas 2, pas 3, puis 10 ans plus tard, tu vas te retrouver à pas 12, puis tu es juste à la porte of the vision. Mhm. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément dans tout ce dessin-là, c'est knowing what you know and knowing what you don't know. Yes, Know yes. what you know and keep sort of refining it, keep being better at it because there's always better and you can always get better and know what you don't know. So when you know what you don't know,
tu peux aller tout de suite chercher le knowledge. OK, est-ce qu'il y a des cours en ligne? Est-ce qu'il y a des personnes que je connais qui ont ce knowledge-là? Je peux peut-être prendre un café, un call de 15 minutes. Ils peuvent peut-être me donner des ressources. Puis je pense que l'intimidation en fait, de la distance avec la vision, ça vient du fait que you think there are things you don't know that you never acquire. But if you're clear right away with what you don't know, tu peux actually avoir un action plan et commencer à mettre d'autres outils, en fait, dans ton sac de choses que tu connais. Exactement. Je dirais que c'est, Ouais. peu importe on l'utilise comment, cette stratégie-là, je pense que ça mène déjà plus loin que où on est au tout début. Ouais, Donc, ça me touche beaucoup, beaucoup ce que tu dis parce que je fais un peu ce que tu viens de dire aussi. J'essaie de me mettre des objectifs. Et c'est vrai que depuis que je le fais, je vois beaucoup de... C'est comme plus fort que moi, j'ai envie de prendre tout l'aide que je peux trouver pour yeah, arriver à l'objectif que je me suis mis. Donc, ouais, c'est vrai que ça permet de humble down un peu, de garder un peu les pieds sur terre. Parce que même si tu fais des goals qui sont réalistes et que tu peux atteindre, je pense que c'est comme, to your point, des fois, tu as juste envie voilà, de t'entourer, puis d'être aussi guidé. Parce que des fois, tu sais pas ouais, trop. Tu t'es dit cet objectif, mais je veux dire, toi, par exemple, tu t'es dit, OK, il y a des enfants qui sont dans tel pays, je veux les aider. Mais moi, je suis pas dans ce pays-là. Comment je fais ouais. pour y arriver? Ouais, Donc, it looked so non, far. Je pensais ouais, même pas que j'allais pouvoir le faire. ouais. Mais c'est un super, super conseil. Puis sur ce, j'espère vraiment que tout le monde a apprécié, ben, en tout cas, comme a apprécié autant que moi de t'écouter, parce que c'était très, très, très instructif. Puis, comme j'ai dit, écoute, si le réseau peut t'aider, là, je vais mettre ce qu'il faut par rapport à la fondation. Mais Parfait. tu peux compter sur le réseau pour si tu as besoin de leverage ou si tu as besoin de support, Ça on m'a va fait faire de notre mieux. plaisir. Ouais, Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment fascinant comme conversation. Ça finit bien une soirée. Donc, ouais, ouais, ça super. m'a Puis fait on se verra plaisir très de pouvoir bientôt. Comme discuter. j'ai dit, on se verra très Absolutely. bientôt aussi. C'est bien de reconnect aussi en Yes. live. Ouais, Yes. ouais. Oh, je te remercie, Tony. Merci Sandrine. Bonne soirée à toi À alors. bientôt. Salut la famille aussi. Yes, Ok, toi aussi. allez, ciao. Ciao, ciao.